Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nouvelle vidéo pendant ce Masters. Alors, on va aborder différents sujets. On va aborder le Masters, évidemment. Je vais répondre à ta question rapidement, Laurent. Très bonne question. Voilà, je vais te répondre rapidement par vidéo plutôt que par commentaire, comme ça au moins tout le monde pourra avoir mon avis aussi sur le sujet. Et après, on va parler un petit peu de Rafa. On a une petite actu sur Rafa qui est un petit peu intéressante. Donc, de la vidéo. Pour le Master, on va revenir évidemment sur le groupe de Djoko qui vient de se terminer ce soir où Djoko et Raonic se qualifient. Donc la journée avait commencé par un Djokovic Goffin, un match catastrophique. Ouais, un des plus mauvais matchs de l'histoire du Masters. Un premier set avec 8 coups gagnants, 24 fautes directes si on combine les stats des deux joueurs. Donc 3 fois plus de fautes directes pour 3 fois plus de fautes directes que de coups gagnants. C'est assez catastrophique, surtout quand vous avez deux joueurs qui sont pas spécialement des attaquants. Quand vous avez un Federer, ça peut lui arriver de faire beaucoup de fautes directes parce qu'il prend tellement de risques, il fait tellement de choses qu'évidemment il va rater. Donc ça arrive. Mais quand vous avez deux joueurs comme Goffin et Djoko qui sont plutôt dans la construction de points et qui sont pas des joueurs qui prennent extrêmement de risques, ça vous donne un match absolument catastrophique. Le ton avait été donné par Djoko, hein, il commence en faisant deux doubles fautes consécutives pour se retrouver à 0,30 sur son service. Voilà, donc il nous avait annoncé d'entrée de jeu que ça allait être un match pourri. Voilà, et ça a été mauvais du début à la fin. C'était mauvais du début à la fin, et dans un match comme ça, Djoko il trouve encore le moyen de se faire remarquer par son attitude. Voilà, il menait 4-1, et il prend un avertissement pour dépassement de temps. Un avertissement qui est extrêmement sévère, qui est même pour moi injuste. Voilà, mais bon, derrière, il gagne son jeu de service, il confirme son break, il n'y a pas de souci, il mène 4-1. Et au changement de côté, il se prend un peu la tête avec l'arbitre. Alors, il le fait avec le sourire, certes, mais vous savez, c'est toujours ce sourire sarcastique, un peu vindicateur, euh, à limite malveillant, vous voyez. Ce petit sourire que j'aime pas du tout. Voilà, il s'est pris la tête avec l'arbitre, il s'est pris la tête avec le superviseur. Ça sert à rien. Derrière, il gagne le match. Sincèrement, je vais pas vous parler pendant 20 minutes de ce match. C'était une purge, pas possible. Il gagne le match 6-1, 6-2. Et il fait le malin à la fin du match. C'est vraiment incompréhensible. C'est-à-dire que le public était pour Goffin, clairement. Novak, c'est un joueur qui, tout au long de l'année, a souvent le public très partagé et qui passe souvent pour lui. Et à Londres, où on est chez Murray, on est dans la maison de Murray. Évidemment, le public, à chaque fois, il est un peu contre Djoko. Surtout là, avec la bataille pour la place de numéro 1 mondial. Et à la fin du match, il a chambré le public tout simplement en mettant sa raquette en l'air pour montrer le signe 1 en disant que c'était lui le numéro 1 mondial. Voilà, je comprends pas du tout l'intérêt de faire ça. Une nouvelle fois, Djoko se signale et pas de la bonne manière. Pas de la bonne manière. C'est un peu agaçant l'attitude de Novak là, depuis, depuis toujours finalement, mais bon, en passant numéro 1 mondial, il se devait quand même de faire évoluer son attitude. On sait que par exemple, Roger, quand il était jeune, c'était un joueur qui cassait énormément de raquettes. Puis un jour, il a arrêté parce qu'il a compris que c'était pas un bon exemple à donner aux enfants. Donc voilà, donc après, on lui demande pas d'être parfait à Novak, mais d'être un minimum respectueux du public. Un minimum respectueux du public. Je voudrais revenir sur Goffin. On a beaucoup tiré sur Goffin, notamment sur Twitter. Euh, il y a une explication des journalistes de beIN qui était très juste. Quand vous êtes remplaçant au Masters, c'est très compliqué de garder le rythme. Pour une raison très très simple. C'est que quand vous êtes remplaçant, vous êtes le sparring partner des autres. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes à la disposition des joueurs, entre guillemets, titulaires du Masters. Et vous, en tant que remplaçant, vous êtes là pour leur permettre de s'entraîner. Sauf que du coup, vous vous entraînez pas en fait. C'est-à-dire que vous avez les joueurs qui vont vous dire, Novak qui va vous dire, ouais, ben moi je vais faire service volé. Donc David, t'es mignon, aujourd'hui tu vas faire que des retours de revers. Vous avez Murray, il va vous dire, ouais, moi je veux travailler, demain je vais jouer contre Nishikori. Nishikori il fait beaucoup de slices. Je veux que tu me fasses que des slices. Donc en termes de rythme, vous sortez totalement du rythme de la compétition. Donc ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est évidemment pendant que les autres jouent et qui se règlent, bah, vous vous jouez pas évidemment vu que vous faites que vous entraînez. Et la troisième, c'est que quand vous êtes remplaçant, vous devez être présent sur le site de 10 heures le matin pour vous entraîner avec les autres, jusqu'à le début du dernier match, donc jusqu'à 21 heures. Donc ça vous fait une amplitude horaire où vous êtes sous tension de 11 heures. Donc évidemment, mentalement, c'est extrêmement difficile.
Et donc c'est aussi pour ça que Goffin il passe à côté de son match. Euh, Moi j'ai de la peine pour Goffin sur ce match-là parce il en prend plein la tête. Même si le public l'a soutenu sur les réseaux sociaux, il s'est quand même bien fait dégommer. Parce que c'est un joueur que j'adore. C'est vraiment un joueur agréable à voir jouer. C'est un gars qui a jamais un mauvais geste. C'est un gars qui a l'air plutôt sympa. J'espère qu'il y viendra au Masters en tant que titulaire et qu'il montrera qu'il a sa place parce que je pense que lui, clairement, il pourrait avoir sa place au Masters. J'aurais préféré lui que mon fils, par exemple. Il aurait mieux fait, je pense, que mon fils en plus était blessé. Donc voilà. Donc voilà pour ce match-là. Sinon, on va revenir sur le Raonic Team. Plutôt bon match entre les deux. Raonic qui s'impose encore une fois assez facilement. Un tie-break et 6-3 derrière. Raonic, il fait un très très bon Masters, hein. On sent que la surface va parfaitement avec son style de jeu, parce que c'est la surface parfaite pour lui, tout simplement. Parce que vous avez une surface rapide et abrasive. Rapide, dans le sens où bah, la balle va aller très vite après le rebond, et abrasive parce qu'elle prend les effets. Donc pour lui, c'est parfait. Ça fait qu'il peut frapper à plat, là. Ça va très vite. Il peut mettre beaucoup d'effets sur son kick, notamment sur sa deuxième balle, et la balle rebondit à 3,50 m de haut. Donc la surface, elle est parfaite pour lui. Et je serais pas étonné qu'il nous fasse une petite surprise en demi-finale. Donc voilà. Donc il nous fait un très bon Masters. En termes niveau de jeu, il est quand même. Je pense que c'est vraiment celui qui joue le mieux sur ce Masters. Alors il a perdu en deux tie-break contre Joko il y a 2 jours, mais ça aurait pu clairement faire de 7-0 pour lui. Malheureusement, il a mal servi dans les deux tie-breaks et Joko a été bon, comme on dit au basket, il a été clutch. Il a été bon au bon moment, comme tout souvent avec Novak. C'est sa force mentalement, il est monstrueux, il est toujours là dans les bons moments. Et Raonic, il a été un peu moins bon sur ce match-là. Là, il fait un très très bon match contre mon fils, il fait un très très bon match contre Tim. Voilà, il se qualifie en ayant gagné deux belles vies, en ayant gagné deux très bons matchs, très convaincants, et en ayant perdu un match où il a très bien joué. Donc il fait trois très bons matchs, il est en demi-finale, il n'y a rien à dire. Voilà, je plains Murray, parce que normalement ça devrait être Raonic Murray. Je plains Murray qui va devoir se le coltiner. Donc voilà pour ce groupe-là. Dans l'autre groupe, on verra bien ce que ça donne demain. Tout le monde peut se qualifier, tout le monde peut être éliminé. Gros suspense. C'est un peu ce qui nous sauve le Masters, parce qu'en termes de qualité de jeu, j'en avais déjà parlé, mais malheureusement, je vais faire que de me répéter. C'est un très très mauvais Masters. On n'a que des mauvais matchs. Voilà, quasiment. Même les Raonic Team, c'est plutôt un bon match, mais on a tellement eu des mauvais matchs avant ça qu'en fait, c'est pas un match non plus monstrueux. Raonic, il est pas monstrueux non plus, ça joue juste bien, quoi. Mais juste bien pour un Masters, c'est pas suffisant. Après, c'est une année olympique. Les années olympiques sont toujours très compliquées parce que le calendrier est complètement chamboulé et qu'on sait que physiquement c'est très compliqué. Donc voilà. Donc demain on verra bien ce que ça donne. J'espère que Murray se qualifiera. J'aimerais bien que Nishikori se qualifie aussi. Comme ça nous ferait deux très belles demi-finales. Ça nous ferait un Raonic Murray et un Nishikori Joko. Ça ferait deux très bons matchs. Ou même un Djoko Silic, ça serait pas mal. Wawrinka, il peut encore se qualifier. Ça va être compliqué. Tout peut se passer dans ce groupe. C'est vraiment l'intérêt du groupe de demain. C'est vraiment l'intérêt du groupe de demain. Donc voilà. Sinon, évidemment, pour répondre à ta question, Laurent, tu me demandais s'il faisait pas de l'intox, Djoko, quand il lève le doigt pour dire que la balle est faute, après l'annonce de l'arbitre. J'ai envie de dire évidemment que si. Il fait ça pour que le joueur adverse challenge pas. Il a toujours fait, hein, il a toujours fait, hein. Même sur terre battue, ça lui est arrivé certaines fois de montrer des mauvaises traces, voilà, ou d'être un peu de mauvaise foi. Voilà, on va pas revenir là-dessus. L'attitude de Novak, j'en ai parlé quasiment dans toutes mes vidéos. L'attitude de Novak, c'est pas l'attitude d'un numéro mondial, c'est pas l'attitude d'un champion, c'est pas la classe, hein. La classe de Federer, bah, il n'y a que Federer qui l'a, hein. Le fair play de Rafa, il n'y a que Rafa qui l'a, hein. Et Murray Djoko, ils sont loin de là. En termes de palmarès, ils sont, en tout cas pour Djoko, pas loin du tout. En termes de popularité, je veux dire, à un moment donné, il n'y a pas de secret, hein. Quand vous avez deux mecs, Roger et Rafa, qui soulèvent les foules de manière complètement dingue, et que vous avez un joueur, Djoko, qui gagne autant qu'eux, et qui soulève 10 fois moins les foules, c'est qu'il y a quelque chose. C'est que les gens ne s'identifient pas à lui, et s'ils ne s'identifient pas à lui, c'est juste à cause de son comportement. Aujourd'hui, les gens qui s'identifient à Rafa ou à Roger, ils s'identifient pas à eux par rapport à leur jeu. Aujourd'hui, qui peut s'identifier à Roger en termes de jeu? Qui peut
se reconnaître en Roger. Personne. Il n'y a aucun joueur qui a le millième de sa facilité technique. Donc les gens, ils aiment Roger, pourquoi? Pour son attitude, pour le fait qu'il a jamais un mauvais geste sur le terrain, pour le fait qu'il est hyper sympathique en conférence de presse, pour le fait qu'il est hyper naturel, pour le fait que quand il a un coup de gueule à dire et qu'il n'est pas d'accord, il le dit en conférence de presse. C'est pour ça que les gens, ils aiment Roger. Et pourquoi les gens, ils aiment Rafa? Pas parce ils ont le même état d'esprit, parce que personne n'a le millième de la combativité de Rafa. Ils se reconnaissent en lui parce que le gars, il est super sympa. Que quand il fait des interviews avec Jim Courier en Australie, c'est à mourir de rire. Que quand les gens. Vous savez, moi, mon meilleur ami, il est fan de Federer. Mon meilleur ami s'appelle Lulu, c'est un gros fan de Federer. Et en tant que fan de Federer, c'est sûr qu'il a eu du mal avec Rafa. Mais il adore Rafa et il préfère mille fois Rafa à Novak et Murray. Et c'est normal parce que leur attitude à ces deux mecs-là, elle est juste exemplaire. C'est l'une des plus belles rivalités de l'histoire du sport, tout sport confondu. Il n'y a aucune rivalité qui a été aussi saine. Quand on les voit sur des vidéos morts de rire l'un avec l'autre, quand on voit Rafa qui va consoler Roger en 2009 en Australie parce que Roger pleure après la défaite et que Rafa dit en conférence de presse voir pleurer Federer, ça rend la victoire moins belle, mais c'est juste magnifique. Djoko, lui, il en a rien à foutre de ces conneries-là. Lui, s'il voit son adversaire pleurer, il va être content. Il se dira, ah bah ouais, bah ça veut dire que mentalement je suis plus fort et que je suis en train de prendre un ascendant psychologique. Et ben voilà, mais ces deux mecs-là, ils sont différents. Et c'est pour ça que vous avez un gars qui a 17 millions de fans sur Twitter et que l'autre, il en a que 8. Voilà, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, Roger et Rafa, évidemment, quand ils seront plus là, le tennis, je suis curieux de voir les audiences du tennis après le départ de ces deux mecs-là. Je pense que ça va baisser. Donc voilà, et pour finir, comme je vous avais dit, on va parler un peu de l'actualité de Rafa. Rafa qui a repris l'entraînement avec raquette. La semaine dernière, il avait repris l'entraînement en salle. On l'avait vu poster une ou deux photos où il était au gymnase. Là, il a repris avec la raquette et j'avais vu une info sur Twitter à laquelle j'avais pas accordé beaucoup d'importance. Je l'avais classé dans la catégorie rumeur et vu que j'aime pas les rumeurs et les cancans, j'avais pas accordé d'importance. Rafa a changé de raquette. En fait, ça s'est confirmé parce qu'il y a un fan de Rafa qui a posté une photo avec Rafa à la sortie de l'entraînement. Et Rafa, il a ce qu'on appelle une des raquettes maquillées. Il a trois raquettes à la main, trois raquettes maquillées. Une raquette maquillée, en fait, c'est une raquette qui est totalement noire, qui est pas sponsorisée, en fait. Et c'est toujours ça, en fait. Quand vous avez un prototype et que vous avez une nouvelle raquette, le constructeur s'embête pas, en fait, à mettre la peinture pour le babola tout autour. Donc Rafa change pas de marque. Il continuera avec Babola jusqu'à la fin de sa carrière de toute manière. Par contre, il change de cordage et peut-être qu'il va changer de cadrage. Ça, on ne sait pas exactement. On imagine qu'il va nous en dire plus dans les semaines à venir. Donc voilà, Tony a confirmé qu'il allait jouer à Abu Dhabi et qu'il jouerait pas l'IPTL. Ça aussi, c'est une très bonne nouvelle. C'est une trop bonne nouvelle parce que l'IPTL, c'est pas très intéressant. Il y a beaucoup de doubles, les gens sont là pour s'amuser, ça vous permet pas de réellement vous régler, contrairement à Abu Dhabi, où même si ça reste une exhibition, les gars sont là pour préparer. On est dans une exhibition, mais on a clairement très peu de points exhibition. On est plutôt sur des matchs de pré-saison. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça va donner plutôt à Abu Dhabi. Donc voilà pour l'actualité de Rafa. Après, on attend d'avoir plus de photos, plus de vidéos. Je reviendrai pas sur le changement de look de Rafa, parce que je m'en fous complètement. Moi, savoir que Rafa, il a les cheveux longs, les cheveux courts, qu'il porte des slips Tommy Hilfiger ou je sais pas quoi, moi ça m'intéresse pas, hein. Moi, j'aime pas Rafa parce qu'il a des beaux abdos et parce qu'il est bien musclé, hein. Moi, j'aime Rafa parce que c'est un super tennisman et qu'il a un comportement euh, absolument exemplaire, que ce soit dans la victoire ou dans la défaite. Et d'ailleurs, je le trouve, moi, depuis 2 ans, sincèrement, je suis bluffé, hein. Euh, Parce que des occasions de péter un câble sur le court, il en a eu un paquet, hein. Franchement, perdre au cinquième set contre Fonini, perdre au cinquième set contre Verdasco, perdre au cinquième set contre Pouille, il y a de quoi péter un câble quand même. Et pourtant, il a toujours pas jeté une raquette, il a toujours pas eu un mauvais geste sur le court. Euh, Novak, hein, si tu as envie de prendre des leçons, appelle Rafa. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Rafa donnera toujours la leçon à Novak et à Murray en termes d'attitude. Et Roger, c'est pareil. Roger, il a toujours été exemplaire dans la victoire, dans la défaite. Donc voilà, on a deux grands champions et on a deux très gros palmarès. Voilà. Donc Laurent, si tu as d'autres questions, évidemment, n'hésite pas. Je te remercie pour ton commentaire. J'ai pris un grand plaisir à le lire.
Voilà, évidemment, si tu as d'autres questions, franchement, avec grand, grand plaisir, j'y répondrai. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous voyez la vidéo et je vous souhaite de bien vous ennuyer pendant ce Masters parce que franchement, on se fait bien chier devant ces matchs d'un niveau absolument calamiteux. Voilà, je vous dis à très vite, bonne soirée, bonne journée.